Je vais juste récupérer... Entrez. Voilà, bonjour à tous et merci d'être là en nombre pour cette séance qui est un peu particulière puisque d'une part elle inaugure ce que j'ai appelé dans notre calendrier de recherche un interlude qui va en gros s'étendre sur toute la durée de ce quadrimestre, c'est-à-dire un moment un petit peu de pause dans la réflexion avant l'entrée des juristes, si je puis dire, dans l'arène. Et l'idée de ce premier exposé est de présenter une façon d'aborder la question de la transition, de la critique du modèle croissantien en juriste. Donc l'idée est vraiment d'apporter des idées, de structurer une réflexion, d'ouvrir des pistes et de voir dans quelle mesure ça peut susciter de l'intérêt, de l'enthousiasme, des idées dans votre chef, dans le chef principalement des juristes qui sont là, hein, c'est quasiment que des juristes aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, merci d'être là, et on verra, j'ai envie de dire, ce qu'il adviendra de ces pistes que je vais essayer d'ouvrir maintenant. Alors, la thèse, je vais la rappeler rapidement, selon laquelle la prospérité de nos sociétés occidentales serait conditionnée à la poursuite de leur croissance économique, fait, on l'a compris depuis maintenant 1 an, l'objet de vives controverses. D'un côté, je rappelle les termes d'un débat que vous connaissez dans l'ensemble bien, mais je pense quand même nécessaire de le rappeler. D'un côté, les partisans du modèle croissantiel soulignent le caractère vertueux de celui-ci, considérant qu'une économie en expansion permet de financer en douceur la sécurité sociale, les services publics et le remboursement de la dette de l'État. En douceur parce que la redistribution des richesses rencontre moins de résistance lorsqu'elle intervient dans une économie en croissance que lorsqu'elle opère sur fond de récession, lorsque le gâteau commun se réduit et que chaque transfert au profit des uns s'accompagne pour les autres d'une perte sèche. Dans le camp d'en face, on fait d'abord observer que la croissance est en berne depuis de nombreuses années et que peu d'économistes osent parier sur son retour tonitruant à court ou à moyen terme. Plus fondamentalement, on souligne que des décennies de forte croissance n'ont pas apporté la prospérité promise, ni individuellement, le bien-être ne se mesurant pas à la seule épaisseur de son portefeuille, ni collectivement, les inégalités subsistant et à certains égards ayant même tendance à se creuser. Par ailleurs, en faisant peser une charge littéralement insoutenable sur notre planète, cette croissance compromettrait radicalement la prospérité des générations futures. La réflexion collective lancée par le SIEJ il y a maintenant 1 an, 15 mois, s'ancre dans la conviction que ces critiques du modèle croissantiel doivent interpeller les intellectuels que nous sommes. Si les rares personnes que notre société rémunère pour réfléchir et chercher se dérobent face à des interrogations aussi fondamentales pour notre vivre ensemble, qui s'y confrontera ? C'est donc animé de cette conviction que nous avons pendant plus d'1 an écouté des observateurs d'abord, c'était la première partie, des acteurs ensuite, évoquer les limites de la croissance et esquisser des bribes d'alternatives qui font florès ça et là. Mais le SIEJ n'est pas seulement un cercle d'intellectuels. Il a pour vocation l'analyse des phénomènes juridiques. Il étudie le droit en contexte, certes, mais le droit quand même. Et si notre centre de recherche a quelque chose à apporter à ces débats sur l'avènement d'une société post-croissance, c'est bien dans le champ juridique que cette contribution est appelée à se déployer. Alors comment mener à bien cette démarche ? Comment appréhender en juriste cette transition vers une société de l'après-croissance ? C'est donc l'objet de mon intervention de proposer un cadre pour mener une telle réflexion. Un cadre, mais aussi des idées à l'adresse de celles et ceux qui souhaiteraient contribuer à cette recherche, mais se trouveraient aujourd'hui en tout cas en panne d'inspiration. Enfin, cette communication suggère, c'est un grand mot, mais une stratégie de publication, disons, visant à opérationnaliser aussi efficacement que possible le programme de recherche qu'elle expose.
Tout ceci étant dit, il va de soi que ce que je vais présenter est de l'ordre de la simple suggestion. Donc il nous appartiendra collectivement, et ça vraiment j'y insiste, je me suis lancé parce qu'il fallait que je le fasse, mais il nous appartiendra, notamment dans le débat qui va suivre ma prise de parole, de décider évidemment de ce que nous allons en faire. Alors le plan de bataille, si je puis dire, que je soumets aujourd'hui à la discussion, je l'ai voulu le plus complet et le plus robuste possible. C'est pour ça qu'il s'ancre dans des considérations épistémologiques relatives à la nature même du droit et au rôle des juristes. Ce sera mon premier point. Ainsi que dans une interprétation des revendications de justice qui sous-tendent, je crois, la critique croissentielle et les mouvements de transition. Ce sera mon deuxième point. Et ce n'est qu'à la lumière de ces considérations préliminaires, donc d'où parle-t-on d'abord en tant que juriste, de quoi parle-t-on ensuite, qu'il sera possible de construire un programme de recherche pleinement cohérent et structuré. Et à cet égard, sur ce dernier point, je présenterai deux directions dans lesquelles je crois pourrait se déployer une science juridique en transition. La direction à la fois d'un travail sur le droit et celle d'un travail avec le droit ensuite. Alors, j'entame mon premier point. Travailler en juriste sur la question de la post-croissance n'est possible qu'à partir du moment, je crois, où l'on rompt avec une conception du droit un peu naïve et néanmoins très répandue. Selon cette approche, qui relève de ce que Hugues Dumont appellerait un positivisme non réfléchi, l'espace normatif est divisé en deux. En amont se trouverait la sphère politique, marquée du sceau du débat démocratique, qui trace en toute liberté les choix de société que décide d'emprunter la collectivité souveraine. En aval se déploierait la sphère juridique, qui consiste dans la connaissance, l'application des règles adoptées dans l'arène politique. À l'inverse de la première, cette seconde sphère s'apparenterait à un univers technique confié aux mains d'experts, de professionnels du droit, dont les travaux sont guidés par des préoccupations de rigueur et d'objectivité. À suivre cette approche, les juristes n'auraient rien à dire en juriste sur la question de la post-croissance. Citoyens comme les autres, ils peuvent bien sûr participer au débat public, mais investir la sphère politique sous les traits du juriste équivaudrait à une imposture. Le juriste n'a pas plus d'autorité qu'un autre lorsqu'il s'agit de décider du futur de notre société. Ce postulat d'une césure radicale entre les deux sphères, dotées chacune de leurs acteurs, de leurs objets, de leurs techniques propres, me paraît hautement problématique, de même du reste que la métaphore des sphères qui suggère des espaces clos relativement aisément identifiables. Il me semble plus correct de considérer le droit comme un type particulier de discours dont la spécificité réside dans la façon très singulière qu'il a d'articuler une dimension normative et une dimension cognitive. Alors pardonnez-moi de ne pas déplier ici cette idée, le temps me manque, mais je l'ai exposée ailleurs et je suis tout à fait disposé évidemment à y revenir au moment de la discussion. Mais je voudrais insister sur trois corollaires de cette conception du droit comme discours, corollaires qui me paraissent essentiels pour le propos de cette communication. Premier corollaire, le registre juridique ne connaît pas de frontières. Il est omniprésent dans ce que j'appelais plutôt la sphère politique. Lorsque le législateur ou même le constituant décide de donner telle ou telle orientation à l'action publique, cette orientation est toujours déjà déterminée par un cadre juridique qui lui préexiste. Lorsque le politique adopte une nouvelle norme, il n'est pas dans le seul registre du pouvoir ou du vouloir, comme voudrait nous le faire croire un positivisme naïf, il n'est pas complètement libre, il est aussi dans le registre de la jurisdictio. Il ancre son action dans la conviction que cette nouvelle norme, cette nouvelle politique, cette nouvelle pratique qu'il entame, qu'il inaugure, s'insère harmonieusement dans l'ordre juridique, c'est-à-dire dans l'appareil des normes matérielles, par exemple les droits fondamentaux, et procédurales posées par ses prédécesseurs. Il en résulte qu'aucun objet politique n'échappe par principe à la démarche juridique, laquelle consiste à dire la norme par référence à des normes antérieures, liant ainsi le passé et le futur de la collectivité. Deuxième corollaire, cette démarche juridique n'est pas l'apanage des juristes. Je viens de parler des hommes et des femmes politiques, qui ne sont pas tous des diplômés en droit, évidemment, mais on pourrait étendre ce constat au simple quidam. C'est bel et bien au terme d'un raisonnement juridique, aussi fragmentaire, voire inconscient soit-il, qu'un conducteur, par exemple, s'estime dans l'obligation de diriger et maintenir sa voiture sur le côté droit de la route. Voici donc un deuxième élément de la vulgate positiviste qui se retrouve remise en cause. S'il n'existe pas de sujet inaccessible à la démarche juridique, on ne connaît pas davantage de domaines réservés aux détenteurs patentés du savoir juridique que sont les diplômés en droit, ce qui ne signifie pas, j'y arrive, que ceux-ci ne sont pas dépositaires d'une autorité
et dès lors d'une responsabilité particulière dans la conservation, le développement et la dissémination du discours juridique. Troisième corollaire, si le discours juridique anime l'arène politique, il est en retour traversé de part en part par une dimension politique. Vole ici en éclat un troisième dogme du catéchisme positiviste, la démarche juridique est nécessairement politique. Ces soubassements idéologiques apparaissent parfois clairement, lorsque des ONG condamnent l'illégalité du TTIP au motif qu'il violerait le principe de précaution ou celui de l'état de droit, elles adoptent une démarche juridique dont la teneur politique paraît évidente. Il en va de même du juge de paix de Verviers, qui annule la dette d'un ménage envers la société VOU et l'intercommunale Netis sur le fondement d'un arrêt de cassation préconisant une telle nullité lorsqu'une des parties est animée de motifs illicites. Mais ces démarches juridiques sont-elles fondamentalement différentes de celles consistant, par exemple pour la Cour de justice, à interpréter la politique agricole commune comme un instrument au service du productivisme, ou d'une position originaliste consistant à interpréter une constitution vieille de plusieurs siècles, avec pour seule boussole l'intention présumée de ses auteurs. Il y a sans doute des différences de degré entre ces positions, que nous ne trouverons pas toutes également convaincantes, mais je crois profondément erronée l'attitude consistante à disqualifier comme étant non juridique, et donc politique, celles qui ne correspondent pas à notre analyse de l'état du droit positif. Tout au contraire, il me semble relever de notre responsabilité de juriste de donner aux revendications de justice plus ou moins maladroitement exprimées par la société civile, au sens le plus large du terme, le meilleur habillage juridique possible, de façon à ce que ces revendications puissent être entendues, défendues et départagées dans les différents forums où le droit rencontre le pouvoir institutionnalisé, qu'il s'agisse d'un cénacle parlementaire ou d'une salle d'audience. Cela signifie-t-il pour autant que le droit se réduit à l'expression d'une pure subjectivité, que la démarche juridique est une démarche fondamentalement partisane? Je crois tout le contraire. En réalité, ces questions, ces objections perdent leur sens à partir du moment où l'on reconnaît que la démarche juridique charrie nécessairement des présupposés politiques ou éthiques. Lorsqu'un juge prétend identifier un principe général du droit ou lorsqu'il défend telle ou telle interprétation audacieuse, il le fait non pas au nom de ses positions politiques propres, mais bien en référence à la moralité institutionnelle, dirait Dworkin, qu'il croit déceler derrière l'ordre juridique tout entier. La différence peut paraître fine, mais je la tiens pour cruciale. Quant à l'avocat, il n'agit pas fondamentalement différemment lorsqu'il défend une thèse qu'il sait minoritaire, mais qui lui paraît néanmoins susceptible d'emporter la conviction. C'est le raisonnement classique de l'avocat qui se voit confronté à des règles spécifiques qui sont défavorables à son dossier et qui élargit dès lors la focale en invoquant des principes généraux, des règles de droit international ou européen, bref, en essayant d'enrichir le panel des éléments juridiquement pertinents pour proposer une meilleure réponse que celle qui se présente immédiatement à l'esprit. Voilà, un long détour sur le droit, mais qui me paraît essentiel pour expliquer ensuite la position et les propositions que je vais esquisser. Il est donc maintenant possible, et j'en arrive à mon point 2, de commencer à examiner en juriste ce qui se joue, ou plus précisément ce qui se revendique, à travers les mouvements de transition qui prônent l'avènement d'une société de l'après-croissance. Il me semble en effet que se saisir en juriste de ces revendications, c'est d'abord s'interroger sur la façon dont elles s'inscrivent, ou sont susceptibles de s'inscrire, dans une démarche proprement juridique. Et pour y parvenir, je crois qu'il faut commencer par cerner au plus près l'idéal de justice qui se trouve porté par ces mouvements. À cet égard, il me semble, et donc là vraiment je me jette à l'eau, il me semble pouvoir reconnaître derrière ces revendications, avec le regard du juriste, l'expression d'un droit que l'on pourrait formuler, et que certains ont d'ailleurs formulé, comme étant le droit de chacun à mener une vie digne d'être vécue. C'est-à-dire, pour reprendre et pour sortir de son contexte qui est celui du handicap, la maigre littérature juridique à ce sujet, le droit de mener une vie sous le signe de l'autonomie. Alors, développons un peu cette idée. Cette autonomie, Ivan Illich, et derrière lui Christoph Arnsperger, la décrivent comme, je cite ici Arnsperger, la capacité du sujet humain à détenir dans ses propres mains les ressources qui permettent de jouir de telle ou telle valeur d'usage. En d'autres termes, on est plus ou moins autonome selon que l'on détient ou non dans ses propres mains les ressources pour s'alimenter, se déplacer, se soigner, se loger, se divertir, réfléchir, méditer, etc. Alors, il ne fait pas de doute que chaque être humain est doté d'un certain degré d'autonomie immédiate que lui confèrent ses qualités physiques et mentales. Il est tout aussi évident qu'en entrant en relation avec l'autre, l'être humain est capable d'amplifier cette autonomie immédiate.
Le marché est à cet égard un amplificateur d'autonomie particulièrement puissant. D'abord avec le troc et puis avec la monnaie, il a rendu possible une spécialisation du travail qui permet désormais à des gens comme nous, grâce à des journées de travail passées assis à un bureau, de nous procurer un logement, une nourriture et des soins de santé d'une qualité et d'une diversité bien supérieures à celles dont nous pourrions rêver si nous devions compter sur nos seules capacités. En d'autres termes, l'utilisation spécifique de mon autonomie comme coiffeur, footballeur ou avocat me donne, grâce aux médias de l'argent, la capacité d'étendre mon pouvoir sur mon environnement, d'enrichir mon set of opportunities, pour parler comme Richard Posner, un des chefs de file du courant Law and Economics, et en une semaine, en un jour, ou peut-être même en une minute pour certains footballeurs, de produire, par l'intermédiaire des autres, la nourriture qu'il me faut pour un mois. C'est ce qui rend évidemment la croissance économique qui accompagne cette marchandisation si captivante et bénéfique. Elle amplifie notre autonomie individuelle. La critique du modèle croissantiel s'enracine toutefois dans l'idée que, passé un certain point, cette amplification de l'autonomie par le biais du marché se retourne contre l'autonomie elle-même et devient une menace pour cette dernière. La croissance devient alors contre-productive, nous dit Illich, ce sont ces termes, contre-productive. Vecteur d'émancipation au départ, elle se transforme en facteur d'aliénation. Alors je ne vise pas ici la perte d'autonomie immédiate qui accompagne inévitablement la division du travail et qui fait par exemple que la plupart d'entre nous n'ont plus les savoirs médicinaux de nos ancêtres et ne sont plus capables de courser une antilope jusqu'à l'épuisement. Désolé pour nous. Non, la critique croissantielle a pour cible une aliénation plus profonde et plus étendue qui menace pour cette raison le droit de chacun de mener une vie digne d'être vécue. Cette menace surgit à 3 niveaux différents, je crois. Celui de l'individu, celui de la collectivité et celui des générations futures. Au niveau de l'individu d'abord, l'impératif de croissance porte en lui le risque d'une hypertrophie du tandem travail-consommation. Vertueuse en son principe, plus je travaille, plus je consomme, plus j'amplifie mon autonomie, plus je donne aux autres le moyen de travailler et de consommer à leur tour, cette dynamique a tendanciellement pour effet de remplir tout l'espace de vie et d'écraser les autres sphères de l'existence. La consommation appelle l'endettement, qui enchaîne le travailleur à son activité rémunérée, activité dont il ne se distrait que par davantage de consommation. C'est la figure aliénée de l'animal laborans dénoncée par Hannah Arendt qui surgit ici. J'ajouterai qu'à mesure qu'elle croît, cette dynamique travail-consommation génère ce qu'Illich, de nouveau, appelle de nouveaux monopoles radicaux, qui menacent à leur tour l'autonomie immédiate, c'est-à-dire non médiatisée par le marché, de chacun. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept de monopole radical ? Derrière ce concept se trouve le constat que la consommation des autres m'oblige, pour conserver mon niveau d'autonomie, à consommer à mon tour. Quelle est aujourd'hui mon autonomie sans abonnement Internet, sans voiture et sans GSM ? À équipement constant, mon autonomie a baissé de manière relative entre 1960, disons, et 2017. Des standards de consommation sont apparus qui ont conduit à une modification de l'offre de services, la disparition des trains de campagne, des commerces de proximité, des cabines téléphoniques, produisant une perte d'autonomie dans le chef de ceux qui sont restés aux marges de cette mouvance. Alors on aurait tort de relativiser ce sombre tableau au motif qu'il ne concernerait pour le premier problème que j'ai mentionné que quelques workaholics drogués aux voitures de sport, pour la seconde une poignée de bobos décroissants en mal de sensations fortes. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette évolution s'accompagne d'une multiplication des causes de fragilisation et de marginalisation. Car, ne nous y trompons pas, c'est bien le droit des plus démunis à mener une vie digne d'être vécue qui se trouve ici le plus directement menacé. Le décrochage dans la course à la consommation se paye cash en termes d'autonomie immédiate, nous l'avons vu. Et le relais assuré par la sécurité sociale pour ramener l'individu dans le peloton ne change rien ou peu de choses à cet état de fait en termes de perte d'autonomie. Voilà l'individu aliéné à des mécanismes de redistribution, présenté comme une perfusion temporaire et artificielle, qui souligne, plus qu'elle ne résout, l'absence d'autonomie de celui que l'on appelle l'assisté. Dans l'attente de sa réintégration dans le monde du travail, désormais seule voie d'accès à l'autonomie, autonomie par la consommation, notre individu se retrouve privé du sens de sa vie, privé des moyens de mener une vie digne d'être vécue. Si les excès du modèle croissantiel font ainsi peser un risque sur l'autonomie individuelle, ils menacent également l'autonomie collective et celle des générations futures. Je serai ici beaucoup plus bref. S'agissant de l'autonomie collective,
la dynamique que je viens de décrire au niveau individuel est presque parfaitement transposable aux États. On connaît la situation de surendettement de nos économies et la course éperdue de nos dirigeants aux investissements porteurs d'une croissance du PIB qui est présentée et vécue comme une condition nécessaire à la survie même de la société. Un projet politique n'est recevable, n'est audible que pour autant qu'il souscrive à cette urgente nécessité. C'est dire le corset qu'impose le modèle croissantiel à l'exercice de notre autonomie collective. Enfin, on connaît la pression que ce modèle entraîne sur notre environnement. Des ressources naturelles accumulées pendant des milliards d'années sont en voie d'épuisement en l'espace de 2 ou 3 générations. Que ce modèle menace l'autonomie des générations qui nous suivent se passe, je crois, de toute explication supplémentaire. Voici donc la revendication de justice que je crois confusément décelée derrière le mouvement de la transition et le projet politique d'une prospérité sans croissance. Assurer donc le droit de tous, ici et ailleurs, aujourd'hui et demain, à mener une vie digne d'être vécue, c'est-à-dire une vie menée sous le signe de l'autonomie. Alors il faut maintenant s'interroger sur la façon, j'arrive à mon troisième point, la façon dont une telle revendication peut être prise en charge dans le cadre d'une démarche juridique. On entre donc de plein pied dans le programme de travail qui s'étend devant nous dans le cadre de ce séminaire, si du moins nous le souhaitons. Et je commence avec mon premier, si vous suivez dans le plan, mon premier sous-point, un travail sur le droit. La première étape consiste, je crois, à se demander si une telle conception de la justice peut trouver un écho, voire un point d'appui, dans notre ordre juridique. Alors à titre, de nouveau personnel, évidemment, je m'avance, il me semble que le droit de mener une vie digne d'être vécue, c'est-à-dire une vie menée sous le signe de l'autonomie, sous-tend et innerve l'ensemble de notre ordre juridique. D'un côté, il se trouve exprimé par certaines règles fondamentales, telles que le droit à la dignité humaine ou le droit à la vie privée, dont on sait qu'il comprend un droit à l'épanouissement personnel. Il y a là, je crois, la place pour une première contribution qui tâcherait d'identifier les règles, les sources, les données juridiques pertinentes susceptibles de faire écho à ces revendications. Cette étude offrirait pour les juristes une occasion de participation très directe à la création d'un narratif de la transition ou de la post-croissance, pour reprendre les termes de Laurent Debry, même si l'ensemble de notre recherche peut être perçu comme participant à la construction de ce récit collectif. D'un autre côté, il me semble que l'ensemble de nos règles juridiques peuvent être vues comme étant mises au service de cette promesse d'autonomie. D'une part, certaines de ces règles protègent notre autonomie immédiate, des menaces que la violence, le pouvoir et la volonté d'asservissement font directement peser sur elles. Cette mission est assurée par des règles aussi disparates que les infractions relatives aux atteintes aux personnes, la prohibition de l'esclavage, l'égalité de traitement ou le principe de l'état de droit et les droits fondamentaux. Au niveau collectif, le concept de souveraineté, les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et de prohibition du recours à la force participent, me semble-t-il, de cette même dynamique. D'autre part, de nombreuses règles juridiques balisent depuis toujours le processus d'amplification de notre autonomie par le biais de l'échange marchand. En instituant le droit de propriété, la vente et plus généralement la liberté contractuelle, en organisant un droit des sûretés, ils sécurent et favorisent cet échange. L'incrimination du vol et des autres atteintes aux biens s'inscrivent dans cette même perspective, à l'instar des règles relatives au dol ou à l'abus de confiance. Quant aux droits de la sécurité sociale et aux règles relatives à la protection de la rémunération, elles assurent à tous une capacité minimale de consommation. On peut faire l'hypothèse que le droit contemporain a quelque peu bousculé ce subtil équilibre entre, d'une part, la protection de l'autonomie immédiate et, d'autre part, son amplification par l'ouverture au marché. Un grand nombre de règles sont apparues visant non pas à permettre ou sécuriser l'échange marchand, mais à l'encourager et à en étendre l'empire, tantôt en favorisant la production, pensons à la propriété intellectuelle, qui étend la marchandisation aux productions de l'esprit, au droit bancaire, qui favorise l'investissement, ou à la politique agricole commune, qui fixe des conditions d'accès au marché dictées par un objectif de productivité, donc production, tantôt en facilitant l'échange et la consommation. Je pense à la libéralisation des services publics, aux libertés de circulation, au droit de la concurrence, à la fondamentalisation, à la constitutionnalisation de la publicité, à la protection du consommateur, etc. Une contribution est déjà prévue dans l'agenda du SIEJ, à l'automne prochain, qui soulignera l'apparition au milieu du siècle dernier de cette nouvelle mission pour le droit qui consiste à assurer la croissance. Face à ce constat,
les revendications de justice portées par les critiques de la société de croissance peuvent être analysées comme une mise en garde doublée d'une demande adressée au droit. La mise en garde, c'est celle du retournement du processus d'amplification d'autonomie contre l'autonomie elle-même, processus dont j'ai parlé tout à l'heure. Quant à la demande, elle consiste à inviter le droit à continuer à assurer son rôle de protecteur de l'autonomie. Si le droit protège notre autonomie des menaces directes que le pouvoir et la violence font peser sur elle, ne doit-il pas également la préserver des atteintes indirectes qu'une poursuite irrépressible du mouvement de croissance et de marchandisation de la vie est susceptible d'engendrer? Il y a là tout un travail passionnant de cartographie à mener qui pourrait occuper une ou plusieurs contributions. Il s'agirait d'abord de redessiner notre droit positif en substituant à la vieille division droit public, droit privé, une nouvelle distinction entre, disons, droit de la croissance et droit de l'autonomie. Dans la mesure où il mettrait au jour des liens insoupçonnés entre des matières et où il tracerait des clivages au sein de celles-ci, un tel exercice de changement de perspective, de changement de gestalt, serait, j'en suis sûr, riche de surprises, de découvertes et de nouvelles intuitions. Ce travail impliquerait de dresser l'inventaire des règles qui s'élèvent déjà contre ces menaces indirectes que la société de croissance fait peser sur l'autonomie. Je pense pêle-mêle au droit de l'environnement, au droit de la culture, à la protection des données à caractère personnel, aux règles relatives à la limitation du temps de travail, aux services d'intérêt économique général, mais aussi aux catégories qui, de l'ordre public aux biens hors commerce, placent des limites à la marchandisation. Ce travail en appellerait ensuite un autre, qui consisterait à évaluer les rapports de force s'établissant au sein même de nos ordres juridiques entre ces deux corpus de règles. Mon intuition, qui rejoint celle des critiques du modèle croissantiel, est que le droit de la croissance l'emporte le plus souvent sur le droit de l'autonomie. La protection de l'autonomie apparaît généralement comme l'exception qu'il convient d'interpréter strictement et qui fait reposer la charge de la preuve sur celui qui l'invoque. À ce premier handicap s'ajoute le fait que cette protection de l'autonomie est souvent assurée par des règles de droit national, voire local, qui se trouvent en position d'infériorité par rapport aux normes internationales du libre marché. Enfin, même lorsqu'elles se voient consacrées par un traité, ces règles protectrices de l'autonomie ne bénéficient guère des garanties juridictionnelles susceptibles d'en assurer l'effectivité. Alors ce ne sont bien sûr que des intuitions qui appellent à être mises à l'épreuve de conflits concrets. Le contentieux des libertés de circulation, le droit des marchés publics, la jurisprudence sur la nullité des contrats pour violation de l'ordre public, les exceptions à la brevetabilité, le conflit entre droit d'auteur et principe de l'open access, le contentieux d'expropriation pour cause d'utilité publique, le traitement pénal de certains objecteurs de croissance, les squatteurs héros du droit au logement, les saccageurs de champs d'OGM au nom de la protection de l'environnement, etc., les contentieux de recouvrement de dettes opposant des fonds vautours à des États en situation de quasi-faillite, voilà autant d'exemples de terrains susceptibles d'enrichir, d'affiner ou d'invalider ces hypothèses relatives aux collisions entre deux régimes, pour reprendre les termes de Günther Teubner, celui de la croissance d'un côté, celui de l'autonomie de l'autre. Mais il me semble que la critique croissantielle invite à porter plus loin encore ce travail juridique d'introspection. Ce n'est pas simplement le contenu des règles juridiques qui semble en porte-à-faux avec la promesse d'autonomie sous-jacente à notre droit. C'est aussi sa confiscation, sa marchandisation, sa monopolisation. Et c'est mon petit point B dans le plan. C'est un fait bien établi que l'intensification, la diversification et la spécialisation des activités humaines a entraîné une croissance et une technicisation du droit lui-même. Au droit coutumier et local, ancré dans la pratique constante et l'opinio iuris des sujets de droit, s'est substitué un droit réglementaire, technique, multiniveau, réticulaire, multilingue aussi. Cette évolution, qui a conduit à une monopolisation et une marchandisation du savoir juridique, n'est pas restée sans effet sur l'autonomie des individus. Les actes du quotidien se sont bien sûr trouvés affectés par cette juridicisation du monde. Vendre son terrain, contracter mariage, construire sa maison, lancer son entreprise, emprunter de l'argent, engager quelqu'un, sont devenus autant d'opérations nécessitant un savoir juridique technique et des fonds pour l'acquérir auprès d'un avocat ou d'un notaire. Il y a là une menace pour l'autonomie qui n'est pas sans rappeler l'exemple des transports ou des télécommunications évoqués plus haut. À moyen constant, mon autonomie juridique recule à mesure qu'augmente la production et la consommation collective des discours juridiques. Un monopole radical apparaît, dirait Illich, qui se montre d'ailleurs assez critique envers le droit et les juristes, tout en voyant dans ceci des intermédiaires essentiels pour la reconquête de ce qu'il appelle l'outil
par l'homme. Mais l'essentiel n'est sans doute pas dans cette technicisation du quotidien. C'est surtout le rapport aux autres et à la collectivité qui se trouve empêché, entravé, obscurci par cette mise à distance de la démarche juridique. Le rapport aux autres d'abord, dès lors que s'en trouve compromise la capacité des sujets à procéder par eux-mêmes à l'arbitrage de leurs différends, favorisant la procéduralisation des relations interpersonnelles et la judiciarisation des litiges. Le rapport à la collectivité ensuite, dans la mesure où s'éloigne la possibilité pour l'individu de contrôler la légitimité de ce droit diffus et profus qu'elle sécrète, c'est-à-dire son adéquation à une certaine idée de la justice. Alors je suis parfaitement conscient de l'exploitation démagogique, voire liberticide, à laquelle peut se prêter un tel constat. Tant la littérature que l'histoire nous mettent en garde contre la chimère d'un droit abrégé, spontané, simple émanation du Volksgeist. Ce n'est évidemment pas le sens de mon propos, qui ne prétend pas remettre en cause la nécessité d'une certaine complexité et technicité de notre droit. Pour autant, il me semble que certains travaux peuvent être entrepris en vue d'assurer à chacun ce minimum vital d'autonomie juridique. Une première contribution en ce sens consisterait à pointer les dérives du droit technique. Je songe notamment à une intervention déjà programmée dans l'agenda du SIEJ, qui tentera de montrer comment des entreprises dans le domaine bancaire s'efforcent de limiter leurs responsabilités à une liste de pratiques limitativement prévues par le droit. Au standard trop incertain du bon père de famille ou de l'entreprise raisonnablement prudente et diligente, les entreprises préfèrent la certitude d'agir à leur guise pour autant qu'elles évitent les innombrables pratiques illégales recensées par avance. Mais ce que l'entreprise gagne en certitude, en rabattant comme ça la responsabilité sur la légalité, le droit le perd en accessibilité et en intelligibilité. En se coupant des ressources du sens commun, il s'éloigne de la collectivité. D'autres contributions pourraient sonder les innombrables endroits de notre ordre juridique où sa sophistication croissante a creusé un fossé entre le droit et le sens commun, entre la bonne réponse sur laquelle s'accordent les juristes et l'intuition de justice qui serait formulée par le profane. Une autre série de travaux pourrait attaquer par un autre angle et en d'autres endroits cette sophistication du droit contemporain, en s'attachant à dévoiler derrière le vernis de la complexité la permanence d'une poignée de principes de justice universelle. J'ai eu l'occasion de faire trop rapidement cet édifiant travail avec le CETA, ce fameux traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, dont les quelques 1200 pages atteignent des sommets de technique juridique. En réalité, lorsqu'on se penche d'un peu plus près sur cet appareillage, on s'aperçoit que la plupart des règles qu'il contient peuvent se résumer à quelques principes de justice que l'on trouve déjà dans les réclamations d'un enfant de 5 ans. Égalité de traitement, transparence, obligation de motivation, proportionnalité. Il y a là, je crois, un travail salutaire de dissipation de l'écran de fumée que la technique juridique, souvent involontairement, dresse entre la règle et ses citoyens. En distinguant l'essentiel de l'accessoire, en retraçant la généalogie des régimes juridiques avec les principes de justice les plus basiques, les plus simples, le juriste peut contribuer à rapprocher le profane et les textes que ses élus ont approuvés, et ainsi lui redonner confiance dans son autonomie juridique. J'en arrive à mon deuxième point, un travail avec le droit. Les perspectives de recherche que j'ai tracées jusqu'ici se veulent certes novatrices, mais elles relèvent d'un travail scientifique relativement classique. Il s'agit pour nous juristes de décrire, de commenter les évolutions du droit à la lumière d'une nouvelle grille d'analyse, qui serait la contribution de ce dernier à l'autonomie individuelle et collective, ainsi qu'à celle des générations futures. Il me semble que de telles contributions pourraient parfaitement, conformément à la tradition du SIEJ, être rassemblées au sein d'un ouvrage publié dans la fameuse collection noire et verte des presses de l'Université Saint-Louis. Pour autant, ce travail théorique ne m'apparaît que comme une première étape, sinon sur un plan chronologique, du moins d'un point de vue logique, qui appelle un prolongement pratique. Je renoue ici avec la conception du droit évoquée en introduction de cette communication. Je vous rappelle, un droit tout entier compris dans la démarche qui prétend l'énoncer, dans le discours, une démarche juridique qui n'est pas cantonnée à certains objets et confiée à la garde de quelques diplômés, mais qui s'invite au contraire dans toutes les sphères d'activité, une démarche pétrie de considérations de justice, considérée non pas comme arbitraire ou subjective, mais comme sous-jacente à l'univers juridique, une démarche enfin que les juristes possèdent généralement mieux que les autres, ou pour l'accomplissement de laquelle ils sont en tout cas crédités d'une légitimité, d'une autorité particulière. Sur fond de cet arrière-plan théorique, il me paraît intéressant de se saisir en juriste du narratif consistant à voir
comme principe fondateur de notre ordre juridique. Alors je dis principe fondateur, on pourrait dire idée transpositive, horizon régulateur, peu importe. D'y voir donc le droit de mener une vie digne d'être vécue, c'est-à-dire le droit de mener une vie sous le signe de l'autonomie. Si on est d'accord sur ce point, cette idée de ce droit comme idée transpositive qui traverse, qui irrigue, qui innerve tout notre ordre juridique, ou si en tout cas l'interprétation de notre ordre juridique comme traversée par ce principe fondateur nous paraît à la fois convaincante et portée par une part substantielle du corps social, en gros, si on y adhère au fond, ou si en tout cas on croit à la nécessité et à la pertinence de porter ce discours, même si on ne le fait pas entièrement sien, il me semble alors que notre qualité de juriste, nous sommes d'utiliser nos ressources et notre autorité pour donner consistance à ce principe dans tous les domaines de l'agir où s'exerce la démarche juridique. Permettez-moi de citer encore Illich. Il est vain de penser que les députés, les juristes et les magistrats vont soudain reconnaître l'indépendance du droit par rapport à leur notion préconçue du bien, qui se confond avec la fourniture de la plus grande quantité de produits au plus grand nombre de gens, car tous sont dressés, dit-il, à arbitrer les conflits en faveur de leur propre branche d'activité, soit qu'ils parlent au nom des patrons, des salariés, des usagers ou de leurs collègues eux-mêmes, mais il se trouvera, ici ou là, et par exception, des juristes pour aider les personnes à utiliser la structure formelle du droit en vue de défendre leurs intérêts dans le cadre d'une société qu'il appelle conviviale. Même si le jugement rendu ne doit finalement pas satisfaire les demandeurs, l'action servira toujours à mettre en lumière le litige. Après donc un premier volet consacré à de la recherche fondamentale, nous voilà ici appelés à nous lancer dans ce que certains appellent de la recherche-action. Il s'agit en réalité d'un type de recherche que les juristes connaissent bien et qui consiste tout simplement à entrer dans l'arène, à prendre part au débat sur l'interprétation et l'évolution du droit positif. Mais la recherche à laquelle nous voici invités a ceci de différent d'un travail doctrinal banal qu'elle assume le caractère politique de la démarche, de toute démarche juridique. Cette recherche-action, qui justifie, je crois, la création d'une clinique juridique, la clinique juridique Law in Transition l'année prochaine, peut se déployer sur un nombre infini de terrains et de questions. Je la vois avant tout comme un moyen de produire ce que j'ai appelé ailleurs des éléments juridiques pertinents, c'est-à-dire des données susceptibles d'intégrer les raisonnements juridiques à venir, d'informer les représentations de l'état du droit positif qui sous-tendront les choix politiques, les décisions juridictionnelles et les pratiques privées de demain. Alors, il me semble que ce travail de jurisdictio peut s'inscrire dans deux perspectives différentes. La première consiste à lever des verrous, c'est-à-dire à rouvrir des espaces de liberté, là où le droit semblait ériger une barrière infranchissable. La seconde fait le chemin inverse, si l'on peut dire. Partant d'un espace de liberté, elle suggère de meubler cette discrétion, d'exercer ce libre arbitre dans une direction particulière. Je prends d'abord la première direction, la démarche émancipatrice, qui s'ancre principalement dans un principe d'interprétation conforme. Il s'agit pour chaque question identifiée de proposer une interprétation du paysage juridique qui soit autant que possible conforme au droit de mener une vie digne d'être vécue. Je précise au passage qu'à suivre la jurisprudence de la Cour de justice, il n'est pas besoin de reconnaître un quelconque effet direct à une norme pour y attacher une obligation d'interprétation conforme. En d'autres termes, le travail de lecture conciliante ou d'interprétation téléologique que je propose n'est pas subordonné à la démonstration préalable de la justiciabilité ou de l'invocabilité en justice de ce droit de mener une vie digne d'être vécue, qui peut donc rester à l'état d'horizon régulateur ou de principe transpositif. Au bénéfice de cet exercice, on pourrait par exemple, ce sont des exemples, argumenter que ni le droit de l'OMC, ni le droit de l'Union européenne ne doivent nécessairement être interprétés comme s'opposant à la mise en place de droits anti-dumping destinés à freiner l'importation de produits en provenance d'États tiers qui ne satisfont pas à certains standards sociaux et environnementaux. Ou encore que ces droits ne doivent pas nécessairement être interprétés comme s'opposant à l'introduction dans les marchés publics notamment de conditions relatives à l'origine ou au débouché local du produit ou du service concerné. De même, on peut argumenter que ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni la Charte des droits fondamentaux ne doivent nécessairement être interprétés comme étendant la liberté d'expression aux pratiques publicitaires. On pourrait encore argumenter que le droit à égalité de traitement en matière socio-économique pourrait être réinterprété plus largement comme impliquant une égalité d'autonomie, c'est-à-dire la comparaison opérant ici entre la somme d'autonomie brute et d'autonomie amplifiée dont jouit chaque citoyen, indépendamment de la proportion de l'un et de l'autre.
Donc égalité d'autonomie plutôt qu'égalité strictement financière, où la comparaison se limite au pouvoir d'achat, c'est-à-dire à l'autonomie amplifiée, ce qui ouvrirait la porte à des systèmes fiscaux et sociaux différenciés selon la trajectoire de vie choisie, pour reprendre et concrétiser la suggestion faite par Dominique Bourg, ici même, il y a quelques mois. Alors je suis très conscient du caractère iconoclaste de nombre de ces propositions, et peut-être certaines s'avéreront-elles intenables à l'analyse, l'interprétation conforme à ses limites évidemment, ce dont il faudra prendre acte. On arrivera ainsi peut-être au constat que le droit de l'OMC ne peut décidément pas être interprété comme tolérant la mise en place d'écluses sociales et environnementales dictées par un souci d'autonomie. Mais loin de mener à une impasse, cette conclusion ouvrira en réalité un nouvel espace de liberté. Si l'on accepte que notre Constitution est innervée par le principe d'autonomie et le droit de mener une vie digne d'être vécue, se posera la question de la prééminence alors entre ces deux consignes contradictoires, celle de l'OMC et celle de notre ordre juridique national, question dont on ne peut nier le caractère éminemment politique. Alors les quelques exemples que je viens de donner visent à rétablir des espaces de liberté régulatoires. Mais il y en a d'autres susceptibles de rehausser directement l'autonomie des personnes et des collectivités infra-étatiques. On pourrait ainsi faire valoir, de nouveau je reprends quelques exemples qui me viennent, il y en a beaucoup d'autres, que le droit de l'Union européenne ne doit pas être interprété comme s'opposant à la commercialisation des semences issues de variétés anciennes de plantes. Que rien ne permet de conclure à l'illégalité des monnaies complémentaires locales, ni même à son utilisation par les pouvoirs locaux. Que rien ne s'oppose à l'extension dans des procès pénaux d'une circonstance atténuante ou d'une cause d'excuse fondée sur la défense d'un minimum d'autonomie, une objection de conscience qui prendrait la forme d'une objection de croissance. Que des régimes de transpropriation ou de commun existent et peuvent être développés en marge du sacro-saint droit de propriété. Voilà pour la première direction. D'autres questions susceptibles de faire l'objet d'une recherche-action vont dans une direction inverse. Elles proposent de borner ou de meubler la liberté des sujets en tenant toujours en compte cette mission du droit consistant à protéger l'autonomie. Au niveau individuel, on peut imaginer des réflexions relatives aux limites imposées à la liberté contractuelle et au droit de propriété. S'agissant de la première, de la liberté contractuelle, on pourrait argumenter que l'autonomie des générations futures relève de l'ordre public, de sorte qu'un contrat qui menacerait cette dernière pourrait être déclaré nul, même d'office, par le juge. S'agissant de la seconde, le droit de propriété, peut-être conviendrait-il de plaider pour un élargissement des conditions de l'abus de droit, ou une réinterprétation de ces conditions, permettant de conclure à l'existence d'un abus de droit dès que l'exercice d'un droit limite de façon excessive l'autonomie d'un tiers. Au niveau collectif, on pourrait souffler au pouvoir politique certaines modifications législatives, voire constitutionnelles, visant à donner corps au droit de mener une vie sous le signe de l'autonomie. Voilà encore quelques exemples. Proposer, pourquoi pas, la mise en place d'une convention composée d'élus et de citoyens tirés au sort, chargée de réfléchir à la définition d'indicateurs alternatifs de bien-être à partir du travail déjà accompli par le Bureau du Plan et la Banque nationale de Belgique. Je vous fais d'ailleurs circuler la dernière version des indicateurs complémentaires, qui est qui est vraiment très intéressante. Cette liste pourrait être accompagnée d'une obligation de motivation, contraignant nos autorités à justifier chacune de leurs propositions normatives au regard de sa contribution à l'amélioration de tel ou tel indicateur. Il y en a une septantaine aujourd'hui. On pourrait même plaider pour un principe de standstill qui interdirait aux autorités de diminuer le niveau de réalisation d'un indicateur sous réserve d'un objectif légitime et du respect du principe de proportionnalité. On pourrait aussi proposer l'introduction en droit belge d'un délit d'obsolescence programmée, sur la base d'une analyse comparée des législations équivalentes dans d'autres États, en France notamment. On pourrait suggérer la mise en place de procédures systématisant l'intervention d'amici courriers chargés de représenter les générations futures devant les cours et tribunaux. Ou encore proposer un affinement du calcul du PIB qui ferait le départ dans la comptabilité nationale entre les activités licites et celles qui relèvent de l'économie souterraine, trafic de drogue, etc. On pourrait proposer un meilleur encadrement juridique du travail bénévole. On pourrait, s'appuyant sur le principe de non-discrimination entre hommes et femmes, suggérer la démutualisation des congés parentaux, comme d'ailleurs c'est déjà discuté aujourd'hui. Voilà, les pistes que je viens d'esquisser sont évidemment subjectives, sont contestables, sont incomplètes, mais je crois qu'elles donnent une idée de la direction que pourrait prendre une recherche-action sur le droit en transition. Reste maintenant à s'interroger sur les modalités de concrétisation d'une telle recherche
Et là, je crois que c'est le pragmatisme qui doit guider notre stratégie, l'objectif étant de toucher le plus grand nombre possible de personnes. Dossiers spéciaux dans des revues juridiques, mise en ligne en open access, carte blanche dans la presse, lettres ouvertes et interpellations de nos autorités, la liste n'est pas close. Tout dépendra de ce que collectivement nous déciderons. J'en arrive à ma conclusion très brève. Donc, il y a 18 mois, ce thème de recherche est né d'une intuition. Le droit et les juristes doivent se laisser saisir par les débats actuels relatifs à la transition vers une société post-croissance. Aujourd'hui, à titre personnel, je suis convaincu non seulement de l'actualité, sinon de l'urgence d'un tel sujet, mais aussi de sa parfaite cohérence avec la mission du SIEJ. Il constitue un projet de recherche original, interdisciplinaire et englobant, qui embrasse tout le spectre de la science juridique, depuis les questions les plus fondamentales quant à la nature du droit et aux orientations de nos ordres juridiques, jusqu'aux aspects pratiques les plus brûlants. Je suis persuadé que c'est la grande force du SIEJ d'être capable, grâce à la diversité des talents qu'il fédère, de proposer une recherche d'aussi vaste ampleur, qui ne sacrifie ni à la nécessité d'une armature théorique solide, ni au besoin impérieux d'une connexion avec les questions concrètes qui agitent aujourd'hui notre société. J'espère que cette communication vous en aura également convaincu. Voilà, je vous remercie et on peut débattre. Voilà, mais donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis à la fois l'orateur et le présentateur. Mais donc voilà, désolé, c'était un petit peu peut-être long et surtout très lu, mais c'était la seule manière pour moi d'arriver à essayer de faire tenir ces idées dans un temps limité. Et au moins, voilà, vous avez eu la substantifique moelle et je pense qu'on peut commencer à discuter. Alors le texte, voilà, je vais essayer de le